Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription de Dr. Fred Lambert. Oui, c'est moi. Pour les gens qui viennent de nous joindre pour la première fois, laissez-moi un peu vous expliquer le concept. Alors, c'est moi, Dr. Fred Lambert, en musique, oui, musicien, qui accueille des gens de différents milieux culturels. Je les invite à venir jaser, faire une petite conversation, parler de leur parcours, parler aussi de tout et de rien. Vraiment, c'est ça qui se passe. Et à la fin, ces gens vont nous offrir une prescription vraiment culturelle sur des choses qui peuvent être marquantes, des choses qu'ils aiment sur le moment présent ou quelque chose de leur enfance. Et c'est selon eux. Et cette semaine, j'ai un invité de grande qualité que j'aime beaucoup, un musicien qui, je trouve, se fait trop discret. Alors, j'ai décidé de lui donner un peu de temps puis qui nous partage un peu sa vie. Et ce musicien, c'est le bassoniste Mathieu Harel. Mathieu Harel est premier basson associé de l'Orchestre symphonique de Montréal depuis 1998. Après avoir entrepris ses études au Conservatoire de musique de Montréal, il se perfectionne au prestigieux Curtis Institute de Philadelphie auprès de Bernard Garfield. Il a également occupé des postes à l'Orchestre symphonique de Québec et au Grand Park Music Festival de Chicago. Il enseigne au Conservatoire de musique de Montréal depuis 2004. Il a aussi formé des élèves à l'Université McGill, au Domaine Forget, ainsi qu'à l'Orchestre national des jeunes du Canada. Reconnu comme un des meilleurs bassonistes de sa génération, il s'est produit comme soliste avec plusieurs orchestres au Canada. Son jeu élégant et sa personnalité chaleureuse en font également un chambriste bien recherché. Voici ma conversation avec Mathieu Harel. Tu sais, Mathieu, moi, je me demandais, rendu après tant d'années à l'OSM, est-ce qu'il y a un moment où est-ce qu'on se dit « Ah, j'aurais pu peut-être faire autre chose » ou on est tellement pris par, justement, la carrière, la pratique, puis toutes ces affaires-là, qu'on pense plus à ces questions-là une fois qu'on est rendu dans ce band légendaire? Ben, c'est drôle parce que moi, j'ai eu des doutes, on dirait, toute ma vie. Même quand j'étudiais à Curtis, j'avais encore des doutes si la carrière allait fonctionner ou pas. Mais à partir du moment où je me suis comme lancé pour vrai, je me suis lancé comme à 100 000 %. Puis maintenant, c'est pas que j'ai des doutes. Ça a toujours été pour moi le jour que je serais tanné, le jour où j'aurais plus de plaisir, ben on passe au prochain projet. Là. J'ai tout le temps eu 10 000 projets. Là, mais j'ai des amis qui rient de moi, puis j'en commence plus que j'en termine. Mais c'est sûr qu'il y a des moments, il y a des moments creux de vague aussi un peu, évidemment. T'sais, à un moment donné, avec l'OSM, on doit faire, je ne sais plus combien l'orchestre fait de concerts dans l'année, mais c'est 120 ou 100, je ne sais plus combien de concerts. Je ne les fais pas tous, fait que je dois en faire probablement une centaine ou à peu près. Plus les trucs autour, à un moment donné, on en fait beaucoup. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un... Pas blasé, mais à un moment donné, il y a d'autres affaires que j'ai tellement aimé faire plein de choses que le jour où je vais être vraiment tanné, c'est sûr que je vais arrêter. Puis de toute façon, le jour où je vais être tanné, pratiquer, ça va être une corvée. Mm-hmm. J'ai jamais été quelqu'un qui aimait pratiquer. Je pratique parce que j'aime bien jouer puis je veux bien jouer. Ouais. Fait que le jour que j'aimerais plus assez ça, ben, la pratique va devenir difficile à faire. Si tu veux bien, on va juste établir ton titre, parce que c'était un peu comme à l'armée. Là. Ouais. À l'orchestre, vous avez quand même des caporales. Mais rien que pour expliquer ton rôle, parce que oui, tu es bassoniste, mais quoi exactement? Mon rôle à l'orchestre, moi, je suis premier basson associé. Donc... nomme tous les bassons, en fait. On est 4. Il y a un premier basson solo. Qui est celui dans l'orchestre, on a premier basson, un deuxième basson, puis un qui fait contrebasson. Les premiers bassons, on est 2.
Donc, le solo et l'associé. Moi, dans le fond, je suis le deuxième premier basson. Mon rôle dans un concert, je dirais régulier, je vais jouer premier basson dans la première moitié du concert. Et le basson solo va arriver pour la deuxième moitié de concert. Puis les gens peuvent peut-être aussi se poser la question pourquoi tu fais pas tout le concert. Oui, en fait, les orchestres nombreux, environ une centaine de musiciens comme l'OSM, à un moment donné, l'horaire devient extrêmement chargé. Si une personne faisait tout, à un moment donné, ça deviendrait vraiment compliqué. Fait que c'est sûr que de le séparer en deux, c'est beaucoup plus facile d'avoir, admettons, concentration sur un demi-concert qu'un concert complet. La préparation aussi, on finit par préparer la moitié des œuvres ou environ. C'est sûr qu'il faut préparer les autres. Dans le fond, on se remplace à l'interne si quelqu'un est malade truc comme ça. Mais c'est ça. Fait aussi, s'il y a une partition à 4 bassons, là, moi, je vais jouer troisième. Okay. Le basson solo, lui, va seulement jouer premier. Parce que le nombre de bassons, selon les symphonies, selon les œuvres, varie, évidemment. Oui. Si on est l'époque, admettons, de Mozart, c'est toujours 2, ou des fois juste 1, mais généralement 2. Beethoven aussi, on commence à rajouter à un moment donné contrebasson, les trucs comme ça. Puis là, les trucs à 4, ben là, on est dans les trucs Ravel, Strauss, Bartók, les trucs vraiment un peu plus nombreux. Là, mais j'ose pas dire contemporain, mais plus 20e siècle. Là, la plupart de mes amis qui connaissent moins la musique et qui viennent voir des concerts d'orchestre sont souvent ultra fascinés par le basson, par l'instrument. Juste la compréhension. C'est vrai que visuellement, le regarder de loin et de près, ça demeure quelque chose d'un peu complexe à saisir. Premièrement, la sonorité grave, la façon que l'instrument est construit, comment ça s'établit, tout ça. Mais la question qu'on peut aller encore plus diriger aujourd'hui, ça serait de se dire réellement comment c'est atterri dans tes mains, ce truc-là. Ouais. Si je vois que la première partie, dans le fond, l'instrument il a l'air plus compliqué qu'il est. Dans le fond, c'est n'importe qui a joué de la flûte à bec, c'est 3 trous, là, les deux mains avec accessoires aux petits doigts et pouces. Hautbois, clarinette, flûte, basson, c'est tout le même système, saxophone. Nous, comme l'instrument est plus long, il est replié en 2. Ouais. Donc, c'est ce qui donne un peu sa forme hors du commun. Mais c'est la même chose, 3 trous à la main gauche, les 3 trous à main droite, plus les autres doigts qui permettent de boucher des trous à des endroits que les doigts sont pas capables de rejoindre. Exact. Si on prend le basson, vraiment, au départ, il y avait seulement des trous, pas de clés. À l'époque de Vivaldi, il y a 4 clés, si je ne me trompe pas. À l'époque de Mozart, on est rendu à 8, je peux me tromper à peu près. Puis maintenant, j'en ai presque 30. Là. Fait que c'est sûr que 30, ok. Fait que ça permet quand même plus de... L'instrument est plus... Je pas dire virtuose, mais plus flexible ou plus virtuose qu'il était, mettons, à ce moment-là, comparativement au violon, qui est sous la même forme depuis ces mêmes depuis les mêmes années, et puis même tout l'état de virtuosité de l'instrument a été exécuté il y a des siècles déjà. Je veux dire, déjà Paganini a poussé déjà l'extrême de ce que tu vas faire avec cet instrument-là. Puis aujourd'hui, il y a des gens qui trouvent le tour de rendre des partitions encore plus compliquées, mais vous autres, c'est quand même déjà fait, je dirais, mais mais ça m'amène aussi à parler tant qu'à parler de virtuosité puis de basson. C'est quoi les traits, les moments les plus virtuoses, symphoniques dans lesquels on peut entendre un basson? Je parle pas de concerto, je parle de répertoire. Ben, admettons... Des grands moments de musique, tu sais. Mettons, c'est sûr qu'il y a des... Nous autres, de la nature de l'instrument, le fait que l'instrument n'est pas capable de jouer très fort, comparativement à une trompette, un trombone, c'est sûr que nous, nos grands solos, ils arrivent quand l'orchestre nous laisse la place. Fait qu'on peut penser Boléro de Ravel, où on joue dans le début, quand la pièce est encore très douce, on est le troisième instrument à jouer. Solo de Scheherazade de Rimsky-Korsakov, même chose. À peu près tout l'orchestre s'arrête, il reste seulement comme un petit tapis de fond là, par les cordes, puis on joue par-dessus. Sinon, le 9e de Shostakovich, il y a c'est ça, j'allais dire. Ouais, on a un mouvement presque complet, chorale de cuivre. Après, c'est vraiment une cadence écrite. Il n'y a même pas de barre de mesure. Là, donc, ça, c'est une des œuvres que je n'ai pas joué encore, que je me croise les doigts encore. Ouais. Qui a été faite l'année passée, puis que tu n'as pas pu. C'est Stéphane qui l'a joué. Oui, c'est ça. Puis, c'est drôle parce que c'est pas une œuvre qu'on a fait souvent. Parce que si on l'avait fait, si c'est une œuvre qu'on faisait régulièrement, à un moment donné, je finirais par la jouer, c'est sûr. Ouais. Toutes les autres, à peu près toutes les autres pièces, je les ai fait. En tout cas, pas toutes, là, mais les grandes pièces du répertoire. Puis
Puis celle-là, ben, Shostakovich, on n'en fait pas tant que ça. Pourtant, moi, c'est un des compositeurs que j'adore. Je trouve ça tellement le fun à jouer. Je trouve ça le fun à écouter. C'est comme un plaisir. Être assis dans l'orchestre, comme t'es privilégié. Là, mais c'est une tourne de bande. Ça, par contre, puis moi, pour le vivre, moi, j'ai fait les 15 quatuors de Shostakovich, les quatuors à cordes. Puis c'est débile, mais quand t'es dans l'orchestre, c'est la même sensation, mais en tout cas, triple forte, puis c'est fou. T'es vraiment dedans. Là. Nous autres, où est-ce qu'on est assis, on est, dans le fond, c'est les cuivres en arrière de moi. Ben, cuivres et percussions. Quand la timpale joue, j'ai la cage thoracique qui vibre. Là. Quand ça joue fort, on le sent. On fait pas juste l'entendre. On a beau avoir les bouchons, les écrans, on le ressent de toute façon. Fait que c'est vraiment c'est la meilleure place pour être assis. T'es vraiment à plein milieu de l'orchestre ou à peu près. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment trippant. Ouais. Ça ou le fond des altos, je te dirais que où est-ce que je suis souvent quand je m'y remplace à l'orchestre. On n'est pas si loin que ça. Bon, on n'est pas si loin que ça. Puis en plus, moi, j'ai le droit... C'est bizarre à dire. Tout le monde rêve aux premières chaises. Je comprends, mais... Dans le fond de la section, quand t'es entouré de son, il y a un buzz. Il y a un buzz. C'est vraiment... c'est comme dur à décrire, mais c'est vraiment... c'est tellement le fun. C'est tellement... Tu finis le concert, c'est comme... Mais tu sais, il y a des entreprises privées qui font maintenant ça, des espèces de stages, mais pas stages, mais d'expériences où qui amènent des gens d'affaires s'asseoir dans l'orchestre pendant une répète pour sentir, puis c'est toujours intéressant de les voir, eux autres, ils sortent de là complètement transformés, puis ils en reviennent pas. C'est vrai que nous autres, ça devient tellement une habitude de faire de la musique en groupe, tu sais, je veux dire, c'est pour ça qu'on fait qu'on joue ces instruments-là. Mais en fait, il y a comme un rapport aussi avec l'alto puis le basson, tu sais, ce ne sont pas des instruments solistiques, c'est vraiment des instruments d'appui, je pourrais dire. Oui, vraiment. Nous, la hauteur de son, c'est presque comme un violoncelle. Le violoncelle descend, la corde la plus grave, c'est un Do. Nous, on descend aussi bémol en dessous, fait que c'est grosso modo presque pareil. Le violoncelle peut aller plus haut, évidemment, que nous, mais on finit par avoir un rôle très similaire, là, plus un rôle de soutien. Oui. Qui, moi, me plaît. Là. Ça rentre plus dans ma personnalité que... Mais tu sais, oui, c'est ça, tu dis dans ta personnalité, mais comme quand je revenais à l'histoire de quand c'est arrivé dans ta vie, quand cet instrument-là est arrivé, tu avais déjà, tu penses, cette personnalité-là? Oui, mais... Oui. Mais je pense vraiment que dans la vie, on prend plein de décisions qu'au moment de cette décision-là, on pense pas que c'est important. Là. Moi, quand j'ai choisi le basson, c'était... Je pensais pas que c'était un choix de carrière du tout. Là. En fait, j'avais joué du violon quand j'étais plus jeune. Mes parents m'avaient inscrit à des cours de violon parce qu'ils me trouvaient un peu turbulent en classe. Ils me disaient que ça me ferait du bien de me tenir tranquille une demi-heure debout. Fait que c'est pas parti de raisons très artistiques, mais j'aimais la musique, mais je pense que j'aimais pas assez le violon pour vraiment comme m'y mettre. J'étais plus jeune aussi, fait que c'est dur à comparer. Fait que là, je devais avoir, je sais pas, 6, 7, 8 ans, j'imagine, quand j'ai commencé. Là, c'est flou un peu. Puis c'était des cours de groupe, là, méthode Suzuki, là, qu'on avait fait dans la région de Sorel. Ensuite, au secondaire, on avait le choix. Moi, j'avais le choix entre musique et art plastique. Je suis vraiment mauvais en art plastique. C'est pas quelque chose qui me... Même quand je faisais des dessins, mes sœurs riaient de moi, ma mère riait de moi. Je suis pas bon. Hein. C'est pas dans mes cordes. Fait que là, je m'étais dit que j'allais apprendre musique parce que ça allait être super facile. Tu fais un cours de musique avec des gens qui n'en ont jamais fait. Tu as déjà fait du violon avant. Tu as beau être pas très bon au violon, mais tu commences un cours de musique avec des gens qui n'en ont jamais fait. C'est sûr que ça va bien aller. Exact. Sauf que là, c'était seulement des instruments d'harmonie. Donc, je ne pouvais pas prendre le violon. Secondaire, donc. Secondaire, oui. Fait que là, donc, j'avais 12 ans à ce moment-là, secondaire 1. J'ai une sœur plus vieille qui joue du hautbois, qui en jouait à ce moment-là aussi, qui m'avait parlé du basson. C'était, je pense, la première personne qui m'en avait parlé. Je ne savais même pas que ça existait à ce moment-là. Mais quand ça a été le temps de choisir les instruments, moi, je voulais une clarinette. Puis, c'est ça qui t'a attiré à la base? Oui, je pourrais pas dire pourquoi, mais... Petit, facile à transporter. Ça se peut. Mais là, ça avait l'air de s'aligner là-dessus. Mais là, le problème, c'est que si on prenait clarinette, on était 4 ou 5 de classes différentes sur la même clarinette, donc sur le même bec que tout le monde lave dans le lavabo. Là, je trouvais que c'était un peu... Oh, je me considère pas de dédaigneux dans la vie, mais ça, c'était comme... Ça franchissait... C'était ta limite. C'était passer la limite. Fait que j'ai décidé de prendre un instrument que personne ne voulait. Quand il a montré le basson, personne n'a levé sa main. J'ai levé ma main, j'avais mon instrument à moi tout seul. C'était fantastique. Fait que ça a vraiment commencé pour une question d'hygiène. Pour une question d'hygiène, oui. Puis finalement, en jouant de plus en plus,
Puis je pense qu'il y a d'autres coïncidences aussi. Je suis rentré au conservatoire en secondaire 3. Parce que là, j'ai commencé à avoir des cours en secondaire 2 par un Mario Chaussé qui était finissant au conservatoire cette année-là. Là, ma mère nous avait parlé à moi et ma soeur de faire l'audition au conservatoire parce qu'elle disait si vous êtes pris, vous allez avoir des cours gratuits. C'est super. C'est vrai, et ça, il faut le mentionner quand même que c'était une autre époque. C'est l'époque que le gouvernement du Québec donnait plein d'argent dans cette institution-là qui est encore importante aujourd'hui. Je ne dis pas qu'elle ne l'est pas, mais seulement à l'époque, il y avait cette espèce de truc un peu élu que quand tu étais pris, ben, c'était pris en charge. Tes études étaient payées, c'était gratuit, donc ça récompensait vraiment le talent. Oui, c'était gratuit du début à la fin. Donc c'est complètement fou, ça. Secondaire, cégep, bac, maîtrise, en payant rien. Tant que tu avais un bon rendement, que tu pratiquais. Puis là, ben, moi, je suis rentré, mais première année au conservatoire, ça n'a pas super bien été. Je n'ai pas pratiqué tant que ça. Puis à la fin de l'année, mon prof m'avait bien expliqué que on était 2 à l'audition, mais il y avait 3 places. Fait que ça avait aidé pas mal mes chances d'être choisi. Fait que j'aurais fait l'audition 1 an plus tôt, 1 an plus tard, peut-être j'aurais pas été pris parce qu'il y aurait eu plus de monde. En tout cas, fait que, je pense qu'il finit par avoir plein d'hasards qui ont fait. Puis là, après, j'ai des amis qui ont continué. Là, j'aimais ça. Ben, j'aimais beaucoup l'effet de gang. Là, je jouais dans l'Orchestre des Jeunes de Joliette à ce moment-là. Fait que là, on s'est pas croisés. Moi, j'ai croisé ton frère à Joliette. C'est ça. Moi, tout est début quarantaine. Moi, j'approche de la fin quarantaine. On a 5-6 ans de différence. C'est à peu près juste assez pour se manquer là, dans des trucs comme ça. Là. Dans ces âges-là, 5 ans, c'est terrible. C'est une autre génération. Mais le pire, c'est que c'est vrai, pour que les musiciens, 5 ans, là, dans ces tranches-là de jeunesse, il y a un monde qui se dessine dans la dextérité, dans la musicalité, dans la compréhension d'une partition. C'est hallucinant. Là. Puis aussi, et tout ça varie. Il y en a qui sont des petits vites, il y en a qui sont c'est plus difficile, que ça décolle moins. T'sais. Mais toi, l'effet de gang, clairement, t'allumait. Ben oui, tu sais, j'ai joué au hockey plus jeune. J'ai pas été un grand joueur, mais j'aimais l'effet d'équipe, les sports de groupe. J'ai toujours aimé être en groupe. Fait que pour moi, admettons, on parlait d'instruments tantôt que le basson, comme l'alto, c'est plus un instrument de soutien qu'un instrument, mettons, soliste. Nous autres, comme bassonnistes, c'est clair dès le début que si on veut travailler, ça va être à l'orchestre. Ça sera pas un grand soliste international ou un... Mais c'est peut-être un peu un des côtés tragiques de jouer des vents, puis des cuivres, parce que en dehors de l'orchestre, les emplois sont quand même très minimes. Sont très minimes parce que le répertoire est pas tant que ça, là. Moi, je me souviens de mon dernier professeur, un des élèves qui étudiait avec moi, lui avait dit qu'il voulait devenir un grand soliste, puis il était parti à rire, il pleurait tellement qu'il riait. Là. Puis il avait dit « The world don't need a bassoon soloist ». Puis après, il y avait... En tout cas, c'était super drôle, il riait, l'autre essayait de parler, puis il faisait signe de style. Non, puis finalement, il disait « Mais tu vas jouer quoi? » Il n'y a pas assez de c'est pas comme le violon ou le piano, on n'a pas assez de Puis même là, tu sais, soliste en général, c'est comme une espèce de... C'est un autre espèce de rêve étrange que certains gens ont, mais même les solistes qu'on connaît, que tu connais, que tu côtoies avec l'OSM, parce que vous les recevez tous, tous et toutes, et tu sais, écoute, c'est plus... Combien qu'il y en a? Il n'y en a pas de temps là, qui peuvent vivre de jouer. Oui, puis après, c'est une vie très solitaire. Tu te promènes de ville en ville, de chambre d'hôtel. À coup d'une demi-répète pour jouer ta pièce, puis paf, aller sur la scène puis la jouer. Ça, c'est complètement débile aussi. Là, Nous autres, on le fait des fois, mais avec le même groupe tout le temps. Ben oui, vous êtes à l'aise. Il y a une aisance. Il y a une aisance qui est là. Mais donc, c'est ça. Donc, l'effet de gang a pris le dessus bien avant l'idée du répertoire. J'étais obligé d'apprendre. Quand on étudie un instrument, on apprend du répertoire. On apprend le répertoire important dédié à notre instrument pour s'améliorer. Mais le but, c'était plutôt d'aller faire des symphonies. Puis Oui. Moi, j'ai toujours aimé plus jouer à l'orchestre que faire un récital avec piano ou jouer en solo avec orchestre. C'est pas quelque chose qui me déplaît, mais c'est pas quelque chose que je voudrais que ce soit mon occupation principale. Est-ce que ça te stressait de faire du solo? Ah oui, parce que là, t'es complètement... Pour moi, en tout cas, je suis complètement sorti de... Tu sais, je suis habitué, je m'assois tout le temps à la même place, en plein milieu de la scène. On a des hauteurs différentes de chaises. Les techniciens nous mettent la chaise qu'on aime. Tu sais, on a nos petits repères. C'est tout le temps les mêmes personnes autour de moi ou à peu près. Tu sais, fait que... Puis là, tu te ramasses complètement sorti de ton environnement. Pour moi, je l'ai pas fait souvent,
Fait que c'est sûr qu'en le faisant en plus, à un moment donné, il y a une habitude qui... T'as toujours en qui se solo fait, avec mais- l'orchestre? Oui, mais Ouais. c'était un concerto pour 5 bassons. Fait que c'était- Mais je veux dire solo. Solo avec le Wassam, non. Je Si l'ai ça fait, arrivait, comment tu te sentirais, tu penses? je serais très, très énervé. Parce que ça aurait beau être les mêmes collègues, la même gang, mais là, je serais sorti de de ma zone de confort. Là, veux pas, là, moi, ça fait plus que 20 ans que je suis là. Fait que- Mais c'est aussi, la plupart des gens ne réalisent pas, mais tu sais, un concerto, c'est difficile. Ouais, ouais. C'est difficile à assumer, c'est difficile d'y aller, tu sais, c'est très admirable. Tu sais. Puis c'est vrai qu'il y a ces solistes-là qui sont habitués, qui le font comme aller faire leur épicerie, puis tant mieux. Mais même pour des gens d'orchestre qui sont extrêmement doués, ça demeure un moment de nudité profond, là, tu sais, dans lequel, oui, t'as beau avoir un beau filet qui te tient en arrière, mais c'est terrifiant, là, tu sais. Ouais, puis c'est vraiment, c'est très, très, très différent. Je l'ai fait très peu. Je l'ai fait la dernière fois, je pense, à l'orchestre de Saskatoon, ça doit faire 10 ans. OK, t'avais joué un concerto Puis, avec eux? Ouais. Puis c'est super le fun, ça s'était bien passé, mais tu sais, c'est tellement de travail. Ah, c'est Surtout, sachant que tu leur feras probablement peut-être pas. pas, tu sais, en tout cas, probablement. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de travail pour finalement un événement ou une soirée qui a été super. Je suis super content de l'avoir fait. Si on me redemanderait, je le ferais évidemment, mais c'est exigeant. Pour moi, c'est exigeant parce que c'est sorti de ma zone de... Puis c'est jamais quelque chose que j'ai vraiment imaginé faire. Comme je disais, nous autres, dès qu'on est à l'école et on est sérieux en basson, on sait que ça va être une musique de groupe ou quelques petites affaires par-ci par-là, mais pas... Mais c'est peut-être aussi pour ça, moi, à chaque fois que j'ai accompagné des solistes dans des orchestres, j'ai toujours eu, puis tu sais, des concours, là, les espèces de concours. Attention, on avait appelé tes fois les solistes arrivés. Pas de partition, par cœur, en plus. Des fois, je me mets à être stressé pour eux, pour vrai. Puis je les regarde aller, puis je sais que eux, ça va. Le plan, il est dessiné dans leur tête, puis ils partent, puis c'est comme s'ils chantaient une petite chanson. Moi, ça me... J'ai encore de la fascination, puis un respect sans nom, je veux dire, pour ces gens-là, tu sais. C'est comme une carrière assez spéciale, assez unique. Mais dans ton cas, ben c'est ça. Donc, le trip de gang qui arrive, tu as fait ton conservatoire, classique, c'est ce qu'on appelle dans le vocabulaire fin 3, c'est ça? Tu as fait une fin bac. Oui, qui est fin bac. Fin 3, dans le fond, c'était l'équivalent d'un bac. Exact. Donc, moi, suite à ça, là, j'avais auditionné pour Curtis, qui est à Philadelphie, qui à ce moment-là avait un âge limite. C'est pour ça que je suis parti à ce moment-là. Qui était quoi, 22? Il fallait avoir en bas de 21 au mois de septembre de l'année qu'on commençait. Je pense que les altos avaient le droit à un an plus vieux. 22, ouais. Tuba aussi, les chanteurs, c'est un autre âge. C'est encore ça, en fait. Ben, il me semble que ça a changé récemment, il y a peut-être 4 ou 5 ans, que là, l'âge limite a été, je pense, enlevé. Là. Ça serait à vérifier là, comme information. Mais pour vous dire, Curtis, je l'ai déjà mentionné, mais je vais quand même le redire encore, qu'à chaque année, dans le palmarès des écoles, des fameuses écoles mondiales, sur la planète Terre, l'école la plus difficile pour être acceptée, c'est Curtis. Et c'est devant Harvard, c'est devant toutes les autres écoles, étant donné que c'est une école de musique exceptionnelle. Disons, on pourrait le dire ainsi. C'est vraiment, à ce moment-là, c'était mon plus grand accomplissement. Quand j'ai été accepté là-bas, c'était... je me disais, au moins, je vais m'être rendu jusque-là. J'imaginais comme un joueur de hockey qui vient au moins être repêché. Il ne jouera peut-être pas, mais au moins, il peut se dire... Je suis allé dans cette catégorie. J'étais rendu proche. Puis, effectivement, l'école est extrêmement dure à décrire parce que c'était un... Basé à Philadelphie. Oui, dans le centre-ville, tout près de la salle de concert de l'orchestre là-bas. Mais je me souviens quand on arrivait là-bas, les nouveaux élèves ils nous faisaient arriver une semaine avant pour qu'on ait le temps de se trouver un appartement. Aller chercher notre numéro d'assurance sociale là-bas. Ils nous disaient quand y aller, quel matin, où la file était moins longue. Ouvrir notre compte de banque, la banque nous attendait. En tout cas, c'est pris en charge. On était pris en charge, là, mais tout, là. En échange, il t'expliquait très clairement combien tu coûtais à l'école. T'es sérieux? Oui. Puis qu'en échange, tu fermais ta boîte, tu pratiquais comme un fou, puis ça allait bien se passer. Puis si tu ne respectais pas le deal, tu pouvais être mis à la porte, mais pas nécessairement à la fin de l'année ou à la fin de c'était
Non, mais c'est ça Ça aussi. pouvait être un mercredi du mois d'octobre, puis ça faisait Ça, je trouve plus ça l'affaire, c'était- hallucinant. ouais, C'est que l'expulsion pouvait arriver n'importe à quand. tout Ouais. moment si tu baignais le moindrement dans Ouais. l'incompétence. Exactement. Mais je peux pas dire que c'est quelque chose qui arrivait beaucoup. Là. Moi, j'ai plus vu des burn-out. Là. Mais je pensais pas que ça pouvait arriver à des jeunes à ce moment-là. Dans ma tête de burn-out, c'était comme une maladie d'adulte. Et non De jeunes. de jeunes d'à peine 20 ans. Là. Mais il y avait un côté tellement magique à ça que tout le monde pratiquait tellement que tu n'avais pas le choix. Tu étais comme, tu surfais sa vague. Puis c'est des gens qui venaient de partout dans le monde pour auditionner. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, puis fait qu'à l'école, il y avait à peu près 50% américains puis 50% d'un peu partout. Et tout était payé. Tout était payé. Gratuit. Ouais. Il restait à payer l'appartement puis la nourriture, mais il n'y avait pas de frais de scolarité. Il pouvait nous prêter de l'argent si on achetait un instrument. On avait, en tout cas, tu faisais audition d'orchestre. Ouais. Si ton prof signait le formulaire ou juste qu'il disait que c'était correct, il te payait l'avion, il te payait... Pour aller auditionner. Ouais. Si ton prof, tu te dis, ah oui, il est prêt pour aller faire Ouais, l'audition. lui, après, il y a des chances, parce que les autres, dans le fond, c'est un meilleur pub. Là. Si tu t'en vas à l'orchestre de Cleveland puis tu gagnes l'audition, ben c'est... Fait un frais produit de Curtis. Exactement. Et... Fait que moi, ça a été hyper pratique parce qu'il y a des auditions que j'aurais pas essayé. Parce que là, mettons, entre autres, c'était premier basson, c'était Cleveland, justement. Fait que je m'étais rendu comme dans les 5 derniers. Finalement, c'est pas moi qui ai été pris, mais si l'école m'avait pas payé l'avion puis les trucs comme ça, je suis pas certain que je me serais vraiment essayé. Je suis pas sûr que je me sentais à la hauteur à ce moment-là. Mais là, le fait de faire ça, de te rendre à la fin, là, t'es hyper confiant après ça. Puis là, ben, en tout cas, ça m'a aidé pour vraiment plein d'affaires. Ça a été Mais c'était une expérience positive, cet endroit-là. Extrêmement positif pour moi. Donc, toi, t'as pas Frenché avec le burn-out là-bas. Non, encore là, tu sais, il y a plein de coïncidences. Moi, je venais de finir ma fin 3, donc mon bac. Là, Curtis, à ce moment-là, il offrait seulement le bac et le diplôme d'artiste. Moi, comme je voulais aller là-bas le plus longtemps possible, je me suis réinscrit au bac. T'as refait un bac. J'ai refait un bac, mais là, j'avais plein de cours qui étaient faits. Ils m'avaient crédité tous les cours qui étaient déjà faits au conservatoire, fait que mon horaire était beaucoup plus léger que d'autres. Après ça, au bout de 2 ans, moi, je m'enlignais pour 4. Pendant la 2e année, j'avais gagné un poste à l'Orchestre de Québec. Là, oui, c'est vrai, t'as déménagé à Québec. À Québec, fait que là, l'école me donnait 1 an de congé pour que j'aille prendre l'expérience, faire un peu d'argent. Puis finalement, pendant cette année-là, je suis venu à l'OSM. Fait que finalement, je suis pas retourné à l'école. Fait que pour moi, le parcours a duré 2 ans là-bas. Mais tu l'as terminé, ton diplôme? Ben finalement, ils m'ont donné un artiste diplôme parce que j'ai pas eu le temps de finir, refinir mon bac. Fait que finalement, j'ai quand même un diplôme de là-bas. Puis j'avais déjà mon bac du conservatoire. Je vois. Fait que parfait. Fait qu'avoir été là 4 ans, c'est sûr que ça aurait été intense plus longtemps. Fait que je sais pas comment j'aurais réagi. Mais en étalant 2 ans, j'ai pas eu le temps de me... T'as pas le temps de t'ennuyer. Pas le temps de t'ennuyer. Non, c'était super. Puis juste les récitals de classe, les récitals d'élèves, ben, il y a plein de monde connu maintenant. Moi, c'était tout le monde dans ma classe. Là. Hilariane, par exemple. Ah oui? Grande soliste. Récital de violon, ben, t'allais voir un élève jouer, puis c'était ça qu'il jouait. Là. Puis c'était déjà monstrueux. C'était super le fun. On avait accès à tout. L'orchestre, l'école nous donnait des billets pour l'Orchestre de Philadelphie toutes les semaines. Fait il y avait vraiment une ambiance là, il te faisait sentir que tu étais privilégié d'être là, mais en même temps, il t'offrait tellement d'affaires en échange que... Ouais. Juste les classes de maître, les chefs qui venaient, un paquet de chefs qui venaient diriger pour l'Orchestre de Philadelphie, qui venaient faire comme juste un reading avec nous autres. Fait que, en tout cas, c'était fantastique. Vraiment... Puis ça va rester des beaux souvenirs, tout ça. Là, oui, c'est sûr. Puis c'est fou hein, quand toute cette idée-là de gratuité... Qui finalement le bel effet dans tout ça, c'est que tous les élèves veulent se dépasser. T'sais. Tout le monde veut être bon. Oui, puis ça fait aussi que tout le monde a une chance égale, parce que là, je regarde le coût des universités américaines, ça n'a pas de bon sens. C'est démesuré. Puis je peux comprendre que c'est peut-être ça que ça coûte, offrir tout ça, mais tu sais, nous autres, dans le fond, l'école Curtis, c'est parti d'une... J'oublie son prénom, Madame Curtis, qui a donné comme 5 millions en 1900... pas 24 ou quelque chose de même, pour partir une école comme ça. Fait que là, c'est sûr qu'eux autres, ils marchent sur un fonds de dotation qui
il roule juste avec les intérêts de cette affaire-là, puis des donateurs, puis des trucs comme ça, ce qui permet à... Ainsi que Yale, ainsi Ouais. que la faculté de Yale, Ouais. où ils ont un don anonyme, je pense, de 300 millions, je pense, Ouais, à quelqu'un. un truc de même, là. On sait pas c'est qui. C'est Il, impressionnant. il est mort, il a donné ça. Ouais, c'est Puis dans la clause, c'était que ces millions vont payer les frais scolaires des Ouais. étudiants. Bon, tout le monde se pitch pour ça. Ouais. Tout le monde se pitch pour Curtis. Puis tout le monde se pitch aussi pour Colburn, Colburn, ouais, qui est à Los Angeles. Ouais, même Puis chose que... école gratuite, encore Ouais, une fois. c'est ça. Ben, souvent, c'est sûr que ça donne... Ben- Il y a plein d'écoles, c'est pas abordable. Il faut que tu sois vraiment comme un... C'est impossible de te ramasser l'argent toi-même. Moi, je viens d'une famille, on était correct, on a manqué de rien, mais je viens pas d'une famille riche. Ben, Fait que modeste, c'est ça. Classe moyenne. Classe moyenne. Fait que, tu sais, si j'avais été pris dans une université qui coûtait 35 000 US par année, mes parents ils auraient dit c'est un beau projet, mais oublie ça. Surtout musiciens, les gens comprennent pas que on peut, contrairement à d'autres champs d'études, on peut pas s'endetter. Non, puis le taux de placement est très faible à la fin du processus. Ce qui complique le... Tu sais, moi, là, maintenant, j'enseigne au Conservatoire à Montréal. Ouais. Puis je le vois des fois avec des parents qui... tu sais, j'ai déjà eu des élèves qui sont bons au basson, sont bons à l'école, puis là, les parents, ben, ils aimeraient beaucoup mieux que l'élève s'en aille, mettons, en médecine qu'en basson, tu sais, vers une discipline où ils savent qu'ils vont avoir un travail bien rémunéré, des bonnes conditions, versus un emploi où c'est très difficile de prévoir qu'est-ce qui va se passer. Moi, je me considère tellement privilégié d'être à l'OSM à Montréal. Ben oui. Ça a l'air prétentieux, mais je me sens pas privilégié de jouer dans un grand orchestre. Mais je me sens privilégié que ça soit à Montréal que ça a tombé. Parce que quand moi, je suis parti pour Curtis, pour Philadelphie, c'était Suzanne Nelson qui venait de gagner le poste de deuxième basson. Je crois qu'elle avait 28 ans à ce moment-là. Fait que la section de basson avait... Le premier basson avait 34, l'associé 36, le deuxième basson 28, le contrebasson avait 40 ans. Fait que moi, dans ma tête, je quittais pour toujours, là, en espérant être dans un orchestre pas trop loin de Montréal. Quelque part, ça aurait pu... Puis c'est là qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a Ouais. tellement d'orchestres. Ouais. Il y a tellement d'orchestres. Puis finalement, dans les 4 années qui ont suivi, ils sont tous partis. Wow. Fait que il y en a un qui est décédé, mais les 3 autres ont parti ont Pour d'autres carrières, d'autres endroits. orchestres aux États-Unis. Fait que ça a quand même libéré beaucoup de postes. Fait que j'ai été chanceux Encore là, je parlais de coïncidence. Puis Non, mais coïncidence, puis d'être né à la bonne place puis au bon moment. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, même à l'orchestre à Montréal, tu sais, des fois, il y a 10, 15 ans, il y a pas Ouais, c'est ça, qu'il y a un exactement. instrument qui n'a pas d'audition. Ouais. Ben, pendant ces 10-15 ans-là, il y a un jeune en forme Ben, c'est ça. Puis des fois, qui n'aura pas accès à ce job-là. Ouais, tu sais. exactement. Fait que ça, j'ai été chanceux qu'il y ait des postes ouverts au moment où j'étais apte à peut-être le gagner. Parce que le premier poste, quand je racontais Suzanne Nelson, quand elle avait gagné, là, j'avais 19 ans, j'étais encore à Montréal. J'ai essayé l'audition, ça s'est mal passé, mais je m'en doutais un peu. Mais c'était comme impossible que je la gagne. Versus le temps que tout le monde parte, qui recommence les auditions. Exactement. Là, ça arrivait un meilleur timing pour moi là, dans mon cheminement de bassoniste, en tout cas. Fait que c'est ça. Encore là, une coïncidence de... Mais j'aime bien ton histoire parce que c'est tellement représentatif, je trouve, de la vie de musicien qui a travaillé super fort. Tu sais, je veux dire, t'es talentueux, certes, mais t'as travaillé fort. Puis, les coïncidences. Je veux dire, c'est vraiment le hasard. Le hasard opère aussi là-dedans. Et puis, il y a des gens d'immenses talents qui n'ont juste pas eu le timing. Le timing a été contre eux. Il y en a plein. Oui, il y en a plein. Puis c'est comme au hockey, en fait. Comme au hockey, oui. Mais il y a un côté, je trouve, presque pire en musique, parce qu'à un moment donné, il y a un moment aussi... Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à faire des auditions, tout ce que je me préoccupais juste si c'était un bon orchestre, un grand orchestre, un bon poste. La ville, c'était comme secondaire à ce moment-là. OK. Puis il y a un moment où tu finis par avoir une famille, peut-être des enfants, puis là, à un moment donné, t'es plus sélectif sur ta destination finale. Ouais. Fait que j'ai été chanceux que moi, le moment où je pouvais consacrer ma vie à faire des auditions puis avoir comme rien d'autre, c'était un moment où j'avais pas d'attache encore à Montréal. C'est sûr, j'en ai toujours eu, mais le reste de ma famille est encore de la région de Montréal. J'ai encore beaucoup d'amis, évidemment, mais
T'aurais pu partir une famille ailleurs, c'est ça que je veux dire, dans le sens que si t'avais eu un poste, même en Europe, en Asie, où on sait pas où, mais tout ça aurait pu changer. Ce qui est le fun, c'est comme tu dis, c'est t'as réussi à rester ici, au Québec, puis de faire tes trucs, tu sais. Et parlons donc, c'est ça, de cette expérience, parce que tu étais à Québec, tu t'es retrouvé à l'OSM, tu as fait ton audition. Toi, c'était-tu... tous les gens que je parle qui ont fait leur audition à l'OSM parlent de ça avec une grande émotion, tu sais, c'est un gros moment. Quand tu gagnes une audition d'orchestre, c'est quand même quelque chose de particulier. Toi, c'était aussi une expérience bouleversante? Est-ce que tu en gardes encore ou une affaire d'un stress sans nom? Ou... C'était... c'est sûr qu'à l'OSM, pour moi, ça a été plus difficile que les autres villes parce que, tu sais, autant je disais tantôt, la destination ne me dérangeait pas tant que ça, mais Montréal c'était quand même la destination idéale pour moi. Fait que quand il y a eu les postes, à l'orchestre, c'est sûr que le niveau de stress était plus élevé parce que, admettons, je sais pas, partir pour l'orchestre de Cleveland, de Chicago, de Philadelphie, c'est tout relativement proche de Montréal, ok, c'est correct. Je connais pas vraiment les... Tu connais pas les gens non plus tant. Ouais, maintenant un peu plus, mais à ce moment-là, pas vraiment. Donc, c'était tout ça avait tout le même attrait, si on veut. Tandis que Montréal, ben là, ça avait un attrait de... Colin, je pourrais, en plus, rester à la maison, tu sais. Fait que ça a été... Donc tu voulais la job, tu sais, c'était pas juste faire... c'était pas juste, je tente ma chance, non. J'ai envie d'aller la voir, tu sais. Ben, j'ai toujours fait les auditions, à part la première que je disais, là, que j'ai fait un peu de croche, mais toutes les autres, je les ai faites moi, il fallait toujours que je m'imagine... ça m'aidait vraiment d'imaginer qu'il fallait que je la gagne, ou que, tu sais, de m'imaginer dans l'autre endroit, puis que ça allait améliorer mon sort. Donc compétitif, quand même. Oui, quand même pas mal. Moins maintenant, là, mieux ce contrôle, mais... Non, mais Bill, il y a aussi, t'as un poste, tu joues maintenant, puis t'es pas... tu sais, moi, il y avait un monsieur qui s'appelle Robert Vernon, premier alto de l'orchestre de Cleveland, justement. Il était à la retraite. Il m'avait donné des cours au domaine Forget, à Saint-Irénée. Puis un jour, il essayait de me convaincre d'aller étudier avec lui. Puis il m'avait dit, mais il faut que tu sois au courant d'une seule chose. Il avait 60 ans, puis il dit ça. Il dit, je suis compétitif même avec mes élèves. Moi, je joue mieux que toi et je jouerai mieux que toi. Ouais, c'est ça. Puis je vais toujours m'arranger pour être meilleur que toi. Mais il m'avait dit ça. Écoute, ça m'avait un peu traumatisé, un peu marqué, et avec les années qui passent, maintenant, je respecte ça un peu. Ouais. Ben, moi, la compétition, mettons, en audition, j'ai jamais vu... En tout cas, pour moi, ça fonctionnait comme ça. Je voyais pas que c'était une compétition contre les autres. C'était vraiment une compétition contre moi-même pour essayer d'être à mon maximum à la journée X sur le calendrier. Mais t'étais pas dans le comparatif, donc. Il faut se comparer un jour dans la vie pour savoir où est-ce qu'on est, ça c'est sûr. Mais mettons, pour une audition, on sait tout à peu près dans notre tête quel niveau ça prend pour avoir une chance de la gagner. Ouais. Puis la seule chose, je trouve en musique, c'est un peu triste, mais en tout cas, avec les élèves, je suis jamais capable de garantir le succès d'un élève, mais je peux facilement garantir l'échec. Tu sais, c'est facile de dire, si tu fais pas ça, ça marchera pas. Si tu pratiques pas ça, tu sais, ça, c'est facile. Fait qu'en audition, si t'as pas eu une bonne journée, si t'as pas bien joué, tu gagneras pas. T'auras beau essayer d'inventer 56 000 raisons, si t'as pas bien joué, c'est terminé. Ouais. Fait que pour moi, la clé était là, d'arriver au moment, à la journée, à mon maximum, en espérant que ce maximum-là allait être assez. Et pas nécessairement d'essayer que mon maximum va être meilleur que tous les autres. Non, qui va être assez pour qu'un jury, dans l'anonymat, reconnaisse ce son-là et qui, non seulement le reconnaissent, l'aiment et veulent jouer avec. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est beaucoup de facteurs quand même. Ouais. C'est même au-delà des fois de la précision. Je veux dire, faut que ça soit précis, il faut que ça soit musical, mais il faut que les gens fassent « Hey, je veux jouer de la musique avec ». Mais cette dernière partie-là est plus dure à contrôler. Tellement. Parce qu'à un moment donné, ça tombe dans une question de goût. Mais la première partie qui est bien jouée à l'audition, ça, tu as du contrôle. Moi, cette partie-là, je me concentrais juste sur ça. Dormir comme il faut avant, manger comme il faut avant, être en relativement bonne santé physique. Là, plus jeune, c'est plus facile. On dirait que tu pouvais t'enfiler 2 poutines, puis c'était pas grave. Le lendemain, t'étais top shape. Là, mais maintenant, je fais plus attention. Là, mais pour moi, la clé était là, de me concentrer sur ça, que toute ma pratique était
hyper calculé le nombre d'heures, le nombre de... Pour arriver à cette journée-là, puis me sentir que c'était comme pas de ma faute, que j'avais tout fait ce qu'il fallait. Fait que là, si j'ai tout fait ce qu'il faut... ta liste, t'avais ta liste de faits, check. Ouais. Puis admettons, comme pour nous autres, pour les anges, admettons, la partie qu'on sauve dedans, qu'on fabrique, si on essaie de trouver l'ange magique ou la perle rare qui arrive une fois aux 10 ans, il n'y a pas grand chance qu'on la trouve pour cette journée précise-là. Mais pour moi, si je me disais, admettons, OK, pendant les 8 semaines à mon audition, je vais faire des anges pendant 2 heures par jour. Fait que là, tu arrives à la fin du processus, celle qui est ressortie du lot est vraiment bonne. Elle est peut-être pas magique, là, mais... Elle est pas pire. Elle est vraiment pas pire. Elle est assez bonne pour gagner. Fait que si j'y allais avec ça, au moins j'arrivais, OK, c'est pas de ma faute, c'est celle-là qui est ressortie du lot, puis let's go, on y va avec ça, au lieu de me dire, elle est pas parfaite, ce qui sera jamais. Même affaire pour notre jeu personnel. Je pense que je joue bien mieux maintenant qu'au moment où j'ai gagné l'audition. Mais... Ah ouais, t'irais là? Ouais, j'irais là. La seule affaire... Ça commence à être plus dur, les doigts commencent à crocher, le début d'arthrose, d'arthrite, je sais pas trop, là, mais... c'est rare qu'on entend quelqu'un, écoute, fin quarantaine, qui dit ça au contraire. En tout cas, dans les cordes, fin quarantaine, les gens commencent à faire « Oh, c'est plus tough. » Puis, ça peut être plus tough, mais tu sais, les gens se remettent souvent en question leur qualité. Et moi compris, des fois, je suis comme « Je suis-tu le meilleur qu'avant? » Tu te poses la question. Moi, je pense qu'on compense avec... tu sais, je comprends bien mieux qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans la pièce pour être efficace, pour être... Fait que je pense qu'on compense avec ça. Éventuellement, cette expérience-là va pas compenser les doigts qui ralentissent ou le corps qui ralentit. Puis là, je pense que là, ça va être plus compliqué. Mais pour l'instant, le ralentissement du corps, admettons, est surcompensé par, j'imagine, les connaissances. Combien de temps ça va durer, j'ai aucune idée. On aurait cette même conversation-là dans 3 ans. Peut-être que je dirais, mon Dieu, mais continue à surfer là-dessus, c'est bon, ça. C'est ça. Moi, comme je t'ai dit au début, j'essaie de... Tant que je vais aimer ça, tant que ça va bien aller, je vais continuer. Puis à un moment donné, j'espère juste que la fin va arriver quand moi, je vais décider. Et non, je sais pas, un accident, puis tu te fais couper un doigt dans je sais pas trop quelle machine ou pas. C'est une autre chose, J'aimerais mieux arrêter quand je sens à un moment donné, OK, mon corps ralentit, j'ai moins le goût qu'avant. Puis moi, ça revient vraiment à combien il faut que je pratique pour arriver au niveau que je considère qui est professionnel pour jouer avec des collègues, avec du monde. Fait qu'à un moment donné, si tu n'es plus capable de fournir, ça va devenir tellement stressant. Moi, je vois pas comment... Si je me sentais pas bien assis sur la chaise dans l'orchestre, j'aurais tellement pas de plaisir là, que c'est sûr que ça serait la fin. Il faut que tu sois bien. Il faut que tu sois... Si tu sens pas que tu es capable de fournir la marchandise, c'est pas agréable. Puis ça, c'est l'affaire que j'ai trouvée la plus difficile, moi, dans les 2 ans de pandémie. Ça a été le travailler, arrêter, retourner, arrêter 2 semaines, revenir 1 semaine, arrêter 3 semaines, retourner 1 mois. Puis des fois, ça fait 2-3 semaines, 1 mois, t'as pas joué, puis là, tu reviens, puis là, il faut que ça soit comme avant, parce que là, c'est enregistré, ça va être à la télé, ça va être à la radio, peu importe, ça va être tout, mais il faut que ça soit... C'est pas genre off, on était pas pire pour... Ça fait 1 mois qu'on n'a pas joué, il faut que ça soit... Ça coche, là. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Parce qu'à un moment donné, on joue tellement que... pas qu'on pratique pas, mais on est tellement en forme que... Ah non, que le jeu est là. Le standard est élevé, mais il reste dans la même zone. T'sais. C'est ça. Tandis que là, quand tu pratiques pendant 1 mois chez vous sans faire de concert, c'est pas la même chose. C'est clair. C'est différent. Puis là, quand on était dans la pandémie, toute la distanciation aussi, là, les repères étaient très différents. C'était difficile aussi. Mais malgré tout, on s'en est bien tiré. On est passé au travers, puis là, j'ai l'impression que on revient comme avant. Ouais. Fait qu'il y a eu d'autres avantages aussi à moins travailler, plus de temps en famille, plus de temps à la maison. Il y a quand même eu pas juste des côtés négatifs, en tout cas pour moi, mais je sais que moi, j'ai un garçon qui a 15 ans, lui, ça a été plus dur parce que là, t'es à un âge où tu commences un peu plus ta vie sociale. Il y a 2 ans, quand il avait 13 ans, mettons, là, on porte le masque toute la journée à l'école. Lui, il l'a vécu plus durement que... Clairement, puis nous, notre âge nous a permis de juste se recentrer un peu. Puis ça, c'est... Quelque part, la pandémie était plus facile pour nous autres, dans un certain angle. Oui, c'est ça. Pas nécessairement pour tous. Allons vers la carrière de
de l'OSM. Ouais. Parce que t'as connu, à date, t'as connu 3 directeurs artistiques. Toi, t'es arrivé dans les dernières années du toit. Du toit, oui. Ça, c'était quoi? Tu l'as connu, 5-6 ans à peu près? Ah, moins que ça, je pense. Ah, moins? Je suis arrivé en septembre 98. Ah oui, puis il est parti 2001, ça se peut-tu, 2002? Là, donc, en tout cas, je ne me souviens pas exactement. Donc, un truc quand même assez important, c'est que quand on gagne une audition, c'est pas encore fait. On n'est pas encore membre de l'orchestre. Il faut passer une probation. La probation, c'est quelque chose que les gens sont pas... La plupart des gens ne savent pas. Parce que oui, victoire, l'audition, bravo pour tout ça. Après, il faut que tu montres que tu es capable justement de jouer avec l'ensemble pendant une durée puis d'avoir garder tes qualités professionnelles au maximum. Et... mais comment a été ta probation dans un climat... tu sais, je veux dire, il y a quand même eu... Charles Dutoit, il y a quand même eu certaines réputations, il y a des histoires aussi qui ont sorti concernant cet homme-là, qui était un super musicien, mais pas facile à travailler. Puis là sans parler du hashtag MeToo qui est sorti au courant des dernières années. Tu sais. Toi, est-ce que c'était des bonnes années? Est-ce que ça a été rough pour toi? Moi, toute l'affaire du mouvement MeToo et ces affaires-là, moi, je l'ai comme... J'étais pas au courant. J'arrivais, j'étais jeune, j'étais peut-être naïf. Là, mais t'avais d'autres préoccupations aussi. D'autres préoccupations. J'étais un garçon aussi. Là, une fille nouvelle à l'orchestre du même âge que moi, elle aurait peut-être vécu très différent que moi, mais moi, je l'ai vécu. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là avec lui. Au niveau de la probation, moi, ce qui a été différent, c'est que quand je suis arrivé au début, j'avais un contrat d'1 an. J'étais pas en probation parce que Stéphane venait de gagner le poste de premier basson. Puis moi, j'étais en finale avec lui. Puis là, lui était déjà associé, fait que là, lui devenait premier. Puis là, il m'avait demandé de jouer associé pendant 1 an. C'est vraiment une chaise musicale. Ouais. Fait que la première année, moi, j'étais là en remplacement, si on veut. J'étais pas là... j'étais pas en période d'essai. J'étais vraiment comme un contrat d'1 an. Là, pendant la deuxième année, là, ils m'ont demandé de jouer quelques mois de plus, le temps qu'ils fassent l'audition. L'audition, finalement, a eu lieu au mois de février 2000, donc à peu près 1 an et demi après mon arrivée. Là, c'est l'audition que j'ai gagnée. Puis là, l'approbation était pour moi très courte, parce que ça faisait déjà 1 an et demi que j'étais là. Il savait l'approbation a duré, je sais pas, je pense rendu à l'été, je l'avais OK, déjà. wow. Fait que moi, l'approbation, je l'ai pas je l'ai vécu, mais différemment, parce que quand l'année d'essai, quand j'étais là, je savais que le poste s'en venait. Mm-hmm. Fait que pas que j'essayais je sentais pas que j'étais en probation, mais je savais que si je gagnais le poste, ben c'est pas vrai qu'on allait recommencer à zéro si ça fait 1 an que t'es dans le groupe. Fait que ça a comme été une pré-probation, là, si on veut. Pré-probation. Puis est-ce qu'il a poussé... parce que je sais qu'il était pas pire, ce cher Charles Dutoit, pour pousser un peu des fois les limites, si on veut, d'un musicien en testant... son caractère, en tout cas, enseignant plusieurs... comme je peux pas dire, pas tactique, mais des fois, déstabiliser le musicien, il le faisait. Moi, j'ai entendu toutes sortes de trucs. Toi, t'as pas trop... Ça, j'en ai une avec lui. Quand, en fait, moi, je suis arrivé à l'orchestre, je pense que c'était la 2e semaine que j'étais à l'orchestre. Dutoit était là, c'était peut-être la 3e semaine. Je venais juste d'arriver là, dans cette année de contrat-là. C'était une semaine d'enregistrement de vidéos. Il y avait 2 sessions par jour. À Saint-Eustache, on faisait ça à l'église à ce moment-là. Ouais. Puis je me souviens, Suzanne Nelson, j'ai parlé tantôt, là, qui avait gagné le poste de 2e basson, elle était encore à l'orchestre à ce moment-là. Puis là, elle m'avait averti, parce qu'on était amis, là, ça faisait longtemps que je la connaissais, elle m'avait dit « Prépare-toi à un moment donné dans la semaine, il va te tester. » Fait que, OK, parfait. Il va juste... Ouais. Puis là, on faisait concerto de piano de... C'était quoi donc? L'affaire des Schtroumpfs, là. Je connais pas assez mes Schtroumpfs, mais... En tout cas, anyway, puis là, tu sais, dans ce temps-là, quand il parlait au technicien, c'était au téléphone, là, le téléphone de Batman. Là. Puis là, je voyais juste sur ses lèvres, là, basson, basson, basson. Là. Puis je me souviens, Suzanne, qui était assise à côté, elle s'est juste assise plus droit, puis elle a dit « OK, get ready, it's now. » Puis je pense que... Puis en enregistrement, là, ça coûte, là, je sais pas combien... Tout va tellement vite. L'orchestre est tellement gros, t'as comme pas de temps à perdre. Puis là, il me refait faire le même bout, je pense, 15 fois, sans exagérer. Là. Mais pas en solo, avec toute la bande qui joue. Oh, oui. Oh, attention, c'est trop vite. Oh, attention, là, t'es lent. Oups, le pitch. Oh, attention, t'es en avance. Oh, ton attaque. Oh, telle note. Oh. Mais, puis jamais... Puis là, à un moment donné, dans ta tête, ça roule, puis t'es là, OK, shit, à un moment donné, j'entends plus ça. Moi, je suis pas...
Puis quand ça a fait, comme je te dis, dans ma tête, c'était 15 fois, peut-être c'était juste à 8, là, mais en tout cas, ça semblait une éternité. Puis quand il a arrêté, c'était pas genre, bon, enfin, on l'a eu. Là. Il a mis le bas, OK, on prend une pause. Ah, mais pas Puis, merci, pas... non. Puis dès que c'est arrivé, il y avait Pete Sullivan qui était premier trombone à ce moment-là. Il est arrivé tout de suite en arrière. Il a dit bravo, là, tu viens de passer le test. Il va te laisser tranquille à cette heure. Puis comme le fait, pendant 2 ans après, là, j'ai sourire, bravo, merci. C'est l'enfer, man. C'est l'enfer. C'était juste voir. J'ai même moite. Mais là, je parlais de Curtis avant. Là, cette carapace-là, nous autres, ils nous l'avaient fait, était faite. Là. Okay. Fait que moi, là, j'aurais été capable encore quelques fois. Mais puis, c'est un peu niaiseux, mais c'était comme une vieille mentalité. Mais tu sais, je suis arrivé, j'étais très jeune. J'avais l'air encore plus jeune que j'étais. Fait que, je sais pas, je voulais juste vérifier si son choix était correct, là, si c'était correct que je sois là. Puis t'as-tu pendant déjà été témoin de le voir faire ça à d'autres? Pas vraiment, parce que c'était vers la fin aussi, là. Ouais, ça. Moi, quand je suis arrivé, le tutoie est parti dans la chicane, là, évidemment, mais moi, quand je suis arrivé, la chicane était déjà pas mal pognée, ça faisait un bout, là. C'était... Okay. Puis je me souviens, je voyais des affaires aller, j'étais là, oh boy, tu sais, aïe, tu sais, fait que... je me souviens d'une tournée où il y avait en tout cas une chicane pour des répétitions. OK. Puis, vous voulez pas répéter, on répétera pas. Puis, fait qu'on est parti en tournée, il n'y avait pas de répète, pas de soundcheck, pas de... Rien? Mais c'était écœurant parce que là, c'est comme si tout l'orchestre voulait tellement prouver qu'on était capable sans. Là. Les concerts étaient tellement hot. Là. C'était tellement le fun. Il y avait comme vraiment une ambiance, là, nous tous, là. OK, faut que ça marche. C'était écœurant. De quoi? T'es-tu sérieux, là? Ah oui, c'était fantastique. Puis là, toute la band... toute la band on va y montrer... Unis comme jamais. Comme jamais. Là. Fait que, moi, je pense qu'il y a plusieurs façons de rassembler un groupe. Là. Il réussissait à rassembler le groupe, c'est juste pas nécessairement de la façon la plus agréable. Mais c'est très difficile pour moi de parler de ça, parce que je suis arrivé, c'était comme... Tu sais, ceux qui ont fait 20 ans, 25 exactement. ans de carrière. Eux, ils ont connu d'autres choses. Oui, moi, j'ai comme connu... C'était pas drôle, mais tu sais, je suis arrivé comme juste à la fin. Fait que c'est comme... C'était la fin d'un règne, on pourrait dire ainsi. Oui, fait que je pense que la fin aurait pu se passer de façon plus sereine. Je pense que ça aurait pu se passer sans que tout le public soit au courant là, du départ précipité. Il aurait pu, en tout cas... C'est sûr qu'avec le recul, c'est facile à dire qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Mais puis à ce moment-là... Et là, Nagano arrive. Nagano arrive, fait tout son truc, participe à trouver à cette nouvelle salle que maintenant le public peut avoir. Il a quand même amené beaucoup de choses à l'orchestre, que vous êtes devenu même, je pense officiellement, c'était pas un des orchestres avec le moins de déficit en Amérique du Nord. Il me semble que j'avais lu un article, je me souviens plus. Je sais que quand, dans les années que moi j'ai connues du toit, on avait déficit annuel puis déficit accumulé, qui essayait de résorber, que l'orchestre essayait de résorber au fil des années. Puis là, il n'y en a plus de déficit. Fait que là, c'est lui. Ça, c'est Nagano. C'est un de ses héritages, entre autres, à l'orchestre, d'avoir fait ça. Ces idées de grandeur, des fois, ou de créer des projets, comme juste la virée classique. Moi, je me souviens quand la première année qu'il nous parlait de ça, je fais « Oh boy ». S'il n'y a personne, on va avoir l'air un peu fou. Là. Tu fais, je sais pas, 30 concerts en 2 jours, puis s'il n'y a pas de monde... Puis sur papier, c'est complètement fou, quand tu y penses. Puis finalement, Nagano et l'orchestre, l'administration ont été assez fous pour dire « Let's go, on l'essaye ». J'ai aucune idée c'était quoi les risques économiques de ça, mais c'est sûr qu'il devait en avoir. Mais tous les moments où des fois je me dis « Ah, la musique classique va pas bien, tu sais, il y a plein de monde des fois là, qui parlent qu'il faut essayer de renouveler le public, d'essayer de démocratiser ça. Puis quand tu vis cette fin de semaine-là, c'est débile. OK, c'est pas mort, tout va bien. Faut juste trouver la façon peut-être de le présenter, mais c'est pas vrai qu'il faut... Mais cet événement-là, c'est super touchant. Parce que tu regardes le pamphlet, puis moi j'y participe parce que j'anime depuis quelques années là-bas, puis je vois tous les gens qui se promènent, des familles, puis là, t'as les gens de toutes les classes sociales aussi, parce que c'est pas cher. Parce que c'est pas cher. C'est pas cher. Ben là, t'as les gens de différents milieux qui sont présents puis qui décident de finalement s'initier ou de profiter de ce moment-là. Ça, la virée, faut le dire. C'est vraiment un événement unique à Montréal qui est apprécié. T'sais. Qui là, je sais que les années de pandémie, là, je pense qu'il y a une année qu'ils n'ont pas fait. Un ou 2 ans. Fait que je me souviens pas c'est quand la première année là, que ça a commencé, mais c'est vraiment ceux qui sont jamais venus, c'est vraiment quelque chose à voir. Là. C'est comme indescriptible. Il
y a des activités partout, il y a des trucs gratuits aussi. Ah, Il y en ouais. a dehors, il y en a en dedans, il y a des trucs pour les enfants, il y a des... Non, c'est vraiment un trip. Puis je connais pas beaucoup d'autres orchestres qui ont un tel événement, pour être franc, là, tu sais. À ma connaissance, je sais que c'était basé... Il nous avait parlé d'un festival, d'un orchestre en Europe qui avait... C'était basé Quelque chose de similaire. sur ça. Au centre-ville de Montréal. tu sais. C'est quand même, écœurant. C'est non, vraiment... ça- C'est spécial. Et là, vous avez un nouveau directeur artistique. Oui. Et ça fait maintenant combien de temps? Ça ferait quelques mois. Quelques mois, oui. Quelques mois. Je me souviens pas, janvier ou février. Donc, là, vous êtes on dans fait une une- lune de miel de dans une lune de miel. découverte. Oui, exactement. Puis à date, c'est fantastique. Puis je sais que des collègues, des fois, ils disent c'est peut-être juste une lune de miel. Moi, je leur dis tout le temps c'est juste ça, profite-en. Mais à date, c'est vrai. Il y a vraiment une énergie contagieuse. Ben, flamboyante aussi. là. Oui, flamboyante. Tu sais, je parlais de l'effet de rassembleur de Dutoit tantôt. Là. Lui, il a cet effet rassembleur-là, mais d'une façon bien plus agréable. Tu as le goût d'être là. Puis scène aussi. Puis scène, puis là, c'est tous ensemble, incluant lui, puis let's go. Puis on fait que. À date, je suis charmé. Là. Les concerts sont beaux, les concerts sont excitants, les concerts sont le fun à jouer. Puis le public est excité aussi de voir ce changement de garde, mine de rien, parce que là, c'est entendre et voir une autre vision. Tu sais, c'est certain que je pense qu'après un certain temps, quand tu as un chef d'orchestre depuis assez longtemps, il y a peut-être un confort au sein de l'orchestre qui s'établit. Puis c'est normal, c'est comme dans n'importe où. Sauf que d'un nouveau chef, je pense que le monde sont un petit peu plus assis sur le point de la chaise. Puis ils donnent, ils donnent parce qu'ils veulent tester, ils veulent voir qu'est-ce qui se passe exactement. Oui, puis lui est content d'être là aussi parce qu'il arrive, ça. même chose. Fait que c'est vraiment... en tout cas, à date, c'est un début de relation qui est vraiment... Vent de fraîcheur. Oui, vraiment. C'est excellent, ça. Il y a un sujet que j'avais hâte qu'on aborde. C'est un côté personnel. En fait, on va quitter un peu l'OSM. Okay. T'es un gars que j'aime beaucoup, que j'admire, et puis t'es un bon ami, et c'est quelque chose qui me fascine, vraiment. Oui, tu joues à l'Orchestre symphonique de Montréal, mais t'as fait un choix de ne pas vivre à Montréal. Ouais. T'habites en bonne campagne. Moi, souvent, quand je t'adresse, quand j'explique à des gens t'es qui te connaissent pas, je fais, c'est mon ami bassoniste. Puis écoute, peut-être tu vas rire de moi, mais je dis, et aussi fermier. Ouais. Mais puis là, les gens, de quoi tu parles? Là, j'explique. Non, je dis, c'est juste qu'il y a un immense terrain, c'est un homme de bois. Puis j'explique tout ton truc parce que la première fois que je suis allé te visiter, peux-tu dire encore c'est où que tu habites? Saint-Chrysostome. C'est vraiment c'est un tout petit village. Sur le bord des lignes? Pas loin? Ouais, pas très loin des lignes. On est peut-être à une quinzaine de kilomètres des lignes américaines. Fait que c'est par le pont Mercier, puis on coupe au travers des terres. Puis... T'as un poulailler. T'as même fabriqué un terrain de baseball maison sur ton terrain. Je veux dire, c'est quand même une sacrée route pour venir travailler. Là. Moi, ça m'impressionne quand même. C'est quoi, 1 heure et... Non, en fait, pas de trafic, on est à 40 minutes. OK. Mais ce désir-là d'aller vivre en campagne, et pourtant d'avoir une job des plus urbaines, parce que c'est comme un orchestre, c'est urbain. Là. Je veux dire, il faut que tu sois dans un centre où il y a toute cette action-là. Et qui dit aussi, musique, dit entourer des arts. Tu as les musées, tout ça, mais toi, c'est comme à l'opposé avec pas vraiment de voisins sur cette terre-là où tu bricoles tes trucs. C'est parce que tu as connu Philadelphie au centre-ville, tu as connu les grands centres, mais un jour, tu as décidé, c'est terminé, moi, je m'en vais ailleurs. Ça vient d'où, c'est quoi ce truc-là? Moi, je peux te dire les raisons de où moi je pense que ça vient. Là, puis, je suis né sur un camp de vacances quand j'étais jeune. On a déménagé, donc on avait vraiment un grand terrain. On a déménagé juste à côté quand j'avais 5 ans. Mes parents s'occupaient du camp. Fait que j'étais vraiment en campagne. Quand on n'était plus sur le site du camp, on était vraiment une maison avec pas d'autres maisons autour. Après, j'ai étudié au conservatoire, j'ai déménagé à Montréal à un moment donné. Je peux pas dire que je déteste la ville, c'est juste qu'à un moment donné, il y a comme trop de monde. J'étais comme tanné à la fin, juste aller prendre une marche, puis obligé de voir du monde, obligé de jaser. Puis pourtant, je me considère comme quelqu'un de social. T'es méga social. Mais une fois de temps en temps, ça fait comme du bien d'être tout seul ou de... Puis surtout quand avec j'adore mon métier, mais il y a quand même un côté stressant à ça. Ouais. Puis ce petit côté solitaire-là que je trouve plus facile d'avoir à la campagne me fait beaucoup de bien. Moi, m'aide à me changer les idées ou
À mieux me préparer, j'imagine, pour les concerts. Si j'avais un horaire de 9 à 5, je pense pas que j'habiterais là. Ouais. Parce que, évidemment, dès qu'on attrape le trafic, c'est plus compliqué. Mais après les concerts, il n'y a presque pas de monde sur la route. On commence les répétitions le matin, d'habitude, c'est à 10 heures. J'attrape la fin du trafic, fait que c'est pas si mal. Ça me permet de le faire. Si un jour les conditions changent, on changera, c'est juste une maison, là, ça se fait, mais je pensais à un moment donné peut-être habiter en ville et avoir un chalet à campagne, mais là, je savais que je voulais des enfants. Là, si tu as des enfants, ben là, la fin de semaine, nous autres vont avoir des activités ou quelque chose. Fait que finalement, le chalet, tu y vas presque pas. Fait que finalement, en tout cas, je me suis ramassé j'avais un ami, François Pilon, qui avait une maison dans cette région-là. Puis c'est ça qui m'a fait découvrir ce coin-là. Que tu as aimé. Que j'ai aimé. Acheter une maison là-bas. Après, ben avec la femme que j'ai maintenant, Sonia Graton, là, qui elle avait encore un appartement à Montréal. Puis là, finalement, c'était... En tout cas, vous avez décidé d'aller là. Mais moi, la première fois que je suis allé chez vous, ça m'avait bien impressionné parce que tu sais, les musiciens, on est tellement... On est très dépendant, au Québec, du moins là, dépendant de Montréal, de la ville. Oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que c'est là que les activités se passent. Ouais. Mais quand je vois puis il n'y en a pas beaucoup, j'en connais vraiment pas beaucoup, là, des gens qui décident de partir de la ville, mais pour avoir justement de la tranquillité, tout ça. Puis l'espèce d'immense terre que vous avez, toi et Sonia, ça m'impressionne beaucoup. Puis il y a quelque chose aussi que tu te sens vraiment ailleurs. C'est vrai. Nous autres, c'était comme une ferme qui était abandonnée. Là. Il restait juste la maison puis le bâtiment de ferme. C'était vraiment comme une maison de campagne avec un immense terrain. Nous autres, c'est ça qu'on cherchait. Là. Parce que des fois, c'était dur. On trouvait une maison qu'on aimait, mais là, il y avait un gros silo, un ci, un ça. Fait que là, tu te ramassais par acheter des centaines de milliers de dollars d'équipement que tu n'utiliseras pas. Fait que c'était quand même difficile de trouver une maison avec un immense terrain, avec pas d'équipement Là, t'es équipé maintenant, là, t'as ton tracteur. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est quand même mon tracteur, c'est un petit jouet, là, quand je compare à ceux des voisins, là, qu'eux autres ont des vraies affaires. Mais ça, ce sont des fermiers professionnels. Oui, c'est ça. Moi, en fait, j'ose même pas dire gentleman farmer. Là. Dans ma tête, gentleman farmer, c'est farmer quand t'as le temps, pas quand c'est le temps. Là. Fait que je trouve ça plus facile avec la forêt aussi, parce que c'est moins que, tu sais, puis les poules, mais j'ai même pas 10 poules, fait que c'est vraiment comme pour m'amuser. Je peux pas dire que c'est un vrai élevage. Là. Mais c'est malade parce que, tu sais, je veux dire, on a toute notre idée de stéréotype de c'est quoi un musicien, comment il est tourmenté, en train de pratiquer. Puis j'ai très mal dans ma peau. Mal dans ta peau, en train de faire le concert parfait. Puis, tu sais, je trouve qu'il y a un côté tellement réel dans la façon que tu agis comme humain, mais aussi comme musicien. Mais je pense que cette espèce de campagne t'amène une espèce de sérénité. Puis sûrement que ça participe à une aisance pour tes concerts. Ça, j'en suis pas mal persuadé. C'est sûr que ça m'aide. Parce que toi aussi, tu fais plein de concerts. Fait il y a comme des degrés de stress à chaque concert. Là. Il y en a qu'on est comme degré, pas trop stressé, puis tout va bien. Là, je peux m'amuser. Peu importe ce que je fais avant ou à peu près. Puis dans l'année, il y en a toujours quelques-uns qui sont comme la coche suprême, qui là, c'est soit une pièce qui est plus spéciale pour toi, ou un extrait, ou un trait, ou une partie qui est vraiment plus compliquée, ou tu sais, il peut y avoir plein de raisons. Puis ceux-là, je suis vraiment content de pouvoir juste prendre une marche dans le bois tout seul, ou zigonner mes affaires dans ma grange. Puis, tu sais, je parlais des anches avant, où nous autres, on calcule l'épaisseur en centièmes de millimètre. Là. Fait qu'à un moment donné, juste arriver dans la grange puis couper un bout de 2x4 ou une bûche avec une serre chaîne un peu croche, c'est comme ça fait tellement du pied. Quelque chose de satisfaisant. Ben, c'est que gros de même, ça rentre dans le foyer, gros de même, ça rentre aussi. Oui, ça, j'avais oublié que tu taillais tes bûches. De côté pas précis qui me fait beaucoup de bien. Comparativement à l'espèce d'extrême précision qu'il faut avoir dans certaines choses là, reliées à notre métier, là, qui sont pas désagréables à faire non plus, mais pour moi, de faire quelque chose qui est complètement différent, moi, me fait beaucoup de bien. Là. Je trouve ça super le fun. Je comprends ça. Mais c'est très cool. Écoute, mon cher ami, on va passer maintenant à la prescription.
OK, alors on est de retour. On y va avec cette prescription de Mathieu Harel. Et Mathieu, regarde, amuse-toi. Tu peux nous faire découvrir des trucs. Tu peux me parler des coups de cœur, mais des fois, je vais, parlez-moi d'œuvres marquantes, tout ça. Non, mais je te donne un champ ultra libre là-dessus. Okay. Alors, je t'écoute. Moi, je pense que je suis quelqu'un quand même nostalgique là, dans la vie. Là. Puis le fait qu'on a parlé de Curtis, les études, les affaires, puis c'est sûr, j'y ai repensé dans la dernière journée, là, puis je savais qu'il y avait ça qui s'en venait. Là. Puis je pense que je vais parler du disque que j'ai le plus écouté dans ma vie, qui est un disque de Pulcinella avec Academy St. Martin in the Field avec Neville Mariner. Okay. C'est quand on est... Je trouve ça très différent avec admettons, les élèves que j'ai maintenant où ils ont accès à tout grâce à l'Internet tout ça. Nous autres, en tout cas... Ben, toi et moi, oui. Et plein d'autres. On achetait des disques, puis c'était comme ça, c'était précieux. On s'en prêtait avec d'autres élèves, tu sais, puis je me souviens quand fallait que je pratique ce trait-là, puis super cassé, là, évidemment, quand on est, en tout cas, comme tous les étudiants, là, fait que c'était un gros achat, là, dépenser comme 20$ sur un disque, là, wow! Puis je l'ai tellement écouté, je l'ai tellement aimé. L'enregistrement date, je ne sais même pas de quelle année, années 60, 70 probablement. Puis c'est une pièce que tu aimes beaucoup. J'ai une pièce que j'adore, qui a beaucoup de bassons dedans, où les bois sont vraiment mis en évidence, qui est vraiment une de mes pièces préférées à jouer. Là, on finit par en avoir beaucoup là, qu'on aime, là, mais ça, c'est vraiment une qui a un côté particulier parce qu'elle est extrêmement difficile pour l'instrument. Il y a un paquet de traits, nous autres, vraiment à gauche, là, où je pense que quand le compositeur écrit, je pense pas qu'il a à se préoccuper de nos problèmes d'instrument, puis c'est parfait, puis c'est à nous après à gérer ça. À gérer ça, puis à trouver le doigté spécial ou la façon spéciale qu'on va être capable d'aller chercher le maximum de ce qu'on peut imaginer que ce que le compositeur avait en tête, parce qu'on peut pas le savoir exactement, mais par les indications qu'il met dans les partitions ou dans les... On peut, en tout cas, un peu deviner ou imaginer ce qu'il voulait. Fait qu'il y a un côté très, très je trouve valorisant, faire une partition difficile comme ça, puis d'essayer de réussir à la faire en concert et dire « Wow, je l'ai bien joué. » Ben oui. Tu sais, comme je disais, plutôt, j'aime pas pratiquer, c'est pas une activité, c'est une journée de congé. « Wow, je vais refaire mes gammes. » Mais je le fais parce que j'aime bien jouer. Ouais, c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire, mais tu sais, c'est pas une corvée tant que ça non plus. Mais moi non plus, j'aime pas pratiquer. Mais il y en a qui aiment pratiquer. Il y en a qui aiment, mais... Ma blonde adore pratiquer. Oui. Moi, pratiquer, c'est parce que je veux pas avoir l'air niaiseux à ma répétition devant mes collègues, puis par respect. Par respect pour mes amis. Par respect. Mais j'aimerais ça être super talentueux puis pas pratiquer. Il y en a qui le font. Ouais. Mais non, moi, ça marche pas. Faut que je le fasse. Puis comme je disais, il y a des concerts où on pratique très peu. Ouais. Dépendamment des tunes. Dépendamment qu'est-ce qu'on a à jouer. Puis il y en a, on pratique bien plus qu'il faudrait. Puis je pense que pour moi, mettons, dans l'année, j'essaie de voir dans l'ensemble de l'année. C'est sûr que certaines semaines, je me dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Ça fait 1 mois et demi que je pratique pour un petit bout. Un concerto de piano de Ravel, tu pratiques pendant 1 mois pour un bout qui dure, je sais pas, 23 secondes. Là, c'est pas fini. Ah, non. Oui, je l'ai eu. Fait que ça... Puis, mais c'est ça. Ça, c'est un enregistrement que j'ai écouté énormément parce que... 10 d'adolescence, donc. Ou début adulte. Écoute, je l'ai acheté, j'étais à Curtis, donc j'avais 20 ans, 21, quelque chose comme ça. Puis il m'a toujours suivi. Maintenant, je suis paresseux, des fois, je l'écoute sur YouTube, ou refouiller d'aller retrouver le disque. Puis spécialement cet enregistrement-là. Ouais. Puis, je pourrais même pas dire que celui-là est meilleur que tous les autres, mais je l'ai tellement écouté que celui-là, comme je disais, je suis nostalgique, fait qu'il me rappelle un moment temps qui a été très difficile ces années-là d'études, à ne pas savoir si ça allait fonctionner ou pas, puis à se donner corps et âme du matin au soir à essayer de jouer le mieux possible. Mm-hmm. Mais ça a été tellement excitant, tellement motivant, tellement... puis de vivre ça avec plein de gens de ton âge qui visent le même rêve ou le même... ça a été super. J'ai un ami violoncelliste, David Eggert, qui habite à Berlin, puis un jour on parlait de pratique, puis il me dit c'est quand même cool pratiquer. Je dis ah ouais. Il dit non, mais il dit si tu y penses un instant, il dit il y a tellement de jobs que il y a des boulots que tu peux faire du bien, mettons médecin, machin. Mais il y a plein de boulots que
ça amène du mal, tu sais, de la pollution, du stress sur les gens. Quand tu pratiques, t'es dans un beau territoire neutre qui affecte personne, à part toi, puis tu deviens un peu meilleur à quelque chose. Donc, sur un point de vue, de pratiquer, des fois, c'est la meilleure chose que tu peux pas faire dans le monde. Ouais. Mais moi, j'aime la sensation après. Tu viens de finir de pratiquer, c'est comme ce moment-là, il est... C'est un workout, c'est comme aller au gym. C'est ça, oui, j'imagine. Je ne sais pas, mais j'imagine que ça doit être la même affaire. Yeah. OK, donc, première suggestion, cool. Est-ce que tu en as un autre? Ben, là, j'ai pensé à plein d'affaires, mais... Admettons, si j'essaie d'y aller dans un livre, le livre qui m'a le... Je suis pas un grand lecteur. Le problème que j'ai, c'est que je lis beaucoup en m'endormant, puis je m'endors comme ça rapidement. Depuis toujours. Fait que moi, lire un livre, ça peut être long, parce que des fois, ça 3 jours sur la même page, parce que je me souviens pas de l'avoir lu la veille. Mais, puis ma blonde, elle lit beaucoup, puis c'est le fun, parce que quand il y a des livres qu'elle pense qu'elle va aimer, elle me les met sur ma table de nuit. Fait que, tu sais, c'est comme si j'ai un gros tri de fête, puis je me ramasse tout le temps avec des livres le fun. Puis le dernier que j'ai lu, qui m'a vraiment marqué, c'était The Road par Cormac McCarthy. Oh my God. Je l'ai lu, je pense que c'est le seul livre dans ma vie que j'ai lu que j'ai pleuré. Puis, mon garçon était jeune à ce moment-là, fait que relation père et fils. Je pense vraiment dans l'art, peu importe le médium, je pense vraiment qu'on essaie de créer une émotion ou un effet pour celui qui va recevoir ça. Mm-hmm. Puis moi, c'est sûr, comme lecteur, là, c'est moi qui recevais cette information-là. Puis c'est sûr qu'au moment où moi, j'étais dans ma vie, j'étais très, très apte à recevoir ça de façon presque violente. Là. Mais ça a été un livre que j'ai un peu dévoré, mais... troublé. Puis je vais le relire un jour, mais pas tout de suite. Puis regarde pas, t'as-tu vu le film? J'ai vu le film après, mais ça a été pire dans le livre, parce que je trouve dans le livre, t'imagines tes propres images. Pour moi, un livre, c'est toujours pire c'est plus terrifiant. efficace qu'un film, parce que le film, tu te le fais donner tout cru, tu sais, on dirait. Puis, tandis que quand tu lis le livre, ben les personnages, tu les sculptes à ton image, c'est ça, tu les sculptes à ton image ou à ce que tu voudrais qu'ils soient ou soient pas. Exact. Que, The Road. Ouais. Ah ben écoute, un incontournable aussi. Et puis le film avec Viggo Mortensen dans le rôle qui est hallucinant. Je me souviens même pas en quelle année le livre est sorti. Moi, j'ai dû le lire. Mon garçon est né en 2007, fait que j'ai dû lire ça, moi, 2000, peut-être 12, 13. Ouais. Quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a eu un prix Pulitzer pour ça. Je sais plus quelle année. Oui, non, écoute, The Road, c'est un classique. Puis, tu sais, c'est le même qui a écrit No Country for Old Men. Oui, c'est vrai. Tu sais, il y a quand même Cormac McCarthy, qui était... Le film était en 2009, mais le livre doit être un peu avant, 2007, peut-être. Quelque chose comme ça, oui. Exactement. Puis, excellent, mais écoute, c'est noté. Et est-ce que tu en as une autre suggestion? Ben là, j'en aurais 2 autres. Je sais pas si j'ai le temps ou je sais pas s'il y a des... une que j'ai... dans mes... toujours dans mes trucs nostalgiques, mais plus rigolos. Moi, c'est le film que j'ai regardé le plus, c'est La Chèvre avec Pierre Richard. J'avoue que... Je l'ai vu, je sais même... C'est gênant de dire combien de fois, je le sais même plus. Puis je l'ai écouté tellement de fois avec mon frère. Quand on l'écoute, on est en train de rire de la séquence qui s'en vient, parce qu'on est en train... C'est comme si on se décrit le film 5 minutes en avance, là, mais... Ça, j'ai ri. Mais si, admettons, pour finir avec une... Mais la chèvre, tu sais, je dis, mais oui, La Chèvre, c'est débile, mais tout l'univers de Pierre Richard, qui est fabuleux. Là, mais celui-là, il est... Tu sais, moi, j'ai adoré Pierre Richard avec... le violoniste avec la... Non, c'était quoi dans la chaussure? L'homme à la chaussure. Ouais, en tout cas, il y en a fait plein. Ouais, mais tu sais, ça, les compères, les fugitifs, les fugitifs, ça c'est magnifique. Là.
Mais en tout cas. Mais celui-là, il est gravé, là. Ouais. Puis toujours avec le même personnage de François Pignon ou François Perrin, là, qui passe d'un film à l'autre. Là, moi, ça me fait mourir de rire. Là. C'est fantastique. Mais admettons, si je finis avec une suggestion plus sérieuse, là, je vais prêcher pour ma paroisse. Là, vas-y. J'ai amené là, pour trouver la bonne date. Dans l'année, moi, il y a tout le temps des concerts que j'ai super hâte. Que l'orchestre, l'OSM va faire, puis soit que je vais jouer, que je me dis, soit que je vais être chanceux puis je vais jouer dedans, ou si je joue pas pour une raison ou une autre, j'y vais. Puis dans ce temps-là, j'achète des billets puis je vais voir le concert. Moi, le prochain que j'irai, là, c'est au mois de mars, 28-30 mars, c'est les 4 derniers leaders de Strauss puis La vie d'un héros de Strauss. Avec Pagliari qui dirige, ça va être écœurant, c'est sûr. Strauss. Puis quand même, pour du monde qui ne connaissent pas, qui vont pas voir souvent des orchestres symphoniques, tu veux voir le band quand il est complet, surcharger sa scène avec des grosses tunes. Puis ça, ce sont des grosses tunes. Parce que là, on parle, il va y avoir probablement une centaine de musiciens sur scène. Là, tu vas vraiment chercher comme l'OSM dans toute sa splendeur. Sa splendeur, pas sa gloire, mais sa force. Puis dans des œuvres comme ça de Strauss, où l'orchestre va diminuer des fois à peine un ou musicien qui joue tout seul après une explosion de 100 personnes. C'est fou. C'est un moment, là, ça va être écœurant. Puis c'est dur. C'est dur, cette musique-là. Oh mon Dieu, que c'est dur à jouer. Ben, le pire, c'est que c'est tellement dur individuellement, mais il y a plein d'affaires, c'est comme juste des effets que... Ouais, ça flotte. Puis t'écoutes, puis t'as comme juste la vague qui passe, puis on sent... Tu sais, mais individuellement, ça, c'est une qu'on pratique d'avance. Qu'on commence pas 2 jours avant. Je pense 28, on commencera pas presque le 26. Là, mais ça va être, ça, je suis convaincu que ça va être des bons concerts. Je suis sûr, j'ai aucun doute, j'ai déjà hâte. Excellent. Okay. Hey Mathieu, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi. J'étais content de te voir. Ça fait super plaisir. Puis, à la prochaine. À la prochaine. Bien pareil. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chemy, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.